I have to say this, and I'll sit down. Back during slavery, when black people like me talked to the slaves, they didn't kill him. They sent some old house Negro along behind him to undo what he said. You have to read the history of slavery to understand this. There were two kinds of Negroes. There was that old house Negro and the field Negro. On a tous déjà entendu parler de nègre des champs, nègre de maison. House Negro, Field Negro. Popularisé par Malcolm X dans un fameux discours à la Michigan State University le 23 janvier 1963, cette expression servait à différencier, en se basant sur la place qu'ils occupaient dans la plantation, les noirs fiables, dignes de confiance, ceux qui luttent, et les noirs faibles, ceux qui s'assimilent, ceux qui collaborent, ceux qui trahissent. Le sous-entendu est que les bénéficiaires de certains privilèges, ceux qui ont accepté cette place, sont des corrompus. On ne peut pas compter sur eux, alors que ceux qui étaient vraiment au plus bas de l'échelle étaient censément plus aptes à se révolter et lutter contre l'esclavagisme et leurs conditions d'existence et par extension pour leur dignité. Ce qui était en partie vrai. Dans le contexte post-ségrégationniste nord-américain de l'époque, ça se tenait, mais on va voir que le concept nécessite une petite update. Déjà, ce qu'on peut dire, c'est que la position dans la plantation n'était pas un choix, ni pour le House Negro, ni pour le Field Negro. La position qui leur était attribuée par les esclavagistes l'était le plus souvent au travers de caractéristiques physiques ou intellectuelles arbitraires et répondait à des besoins de production, d'optimisation et de rendement, ou tout simplement leur ancienneté, leur ordre d'arrivée sur la plantation, comme le montre la catégorie des nègres bossales, nouvellement arrivés par opposition aux nègres créoles. La position dans la plantation servait aussi et avant tout à créer une séparation entre les esclaves afin d'affaiblir les luttes et révoltes possibles en créant des strates, des couches, avec, quand c'était pas la mort, la menace de la déchéance et le retour à la vie de nègre des champs ou la carotte de la promotion de statut avec l'accès à un rang plus élevé, voire une place dans la maison coloniale. Si, à bien des égards, la vie, ou plutôt la survie des nègres de maison était en effet plus enviable que celle des nègres des champs, elle n'en était pas moins déshumanisante et il ne faut pas oublier qu'il restait des esclaves qui subissaient de la part des propriétaires blancs de nombreuses exactions et sévices, viols, punitions, tortures en tout genre, vous connaissez les bails. De plus, il faut garder à l'esprit que certains House Negro participaient aussi à la lutte de libération en pratiquant notamment l'empoisonnement et aidaient les Field Negro dans la lutte et la survie quotidienne. C'est très bien illustré dans le documentaire La couleur de l'esclavage de Patrick Beaucelin. Il existait donc des stratégies d'entraide de coopération entre les Field et les House Negro. La séparation n'était donc pas aussi claire et définitive qu'on voudrait le faire croire. C'est ce qu'on a vu aussi dans la lutte d'indépendance et de libération haïtienne. Il faut aussi se rendre compte que la place du Field Negro ne garantit pas non plus une volonté de s'inscrire dans une lutte de libération noire pour mettre fin à son asservissement ou à sa dignité. Dans ce contexte d'extrême exploitation, une simple amélioration de la qualité de survie peut être une fin en soi. L'objectif peut donc être, non pas la libération, mais d'accéder à de meilleures faveurs ou à une meilleure position dans la plantation, par exemple la promotion à la position de House Negro. Beaucoup se sont contentés d'une promotion plantationnaire pour abandonner toute lutte ou simplement pour survivre. Et encore une fois, on ne peut pas les blâmer, ce sont des stratégies de survie conditionnées par l'inhumanité du système mis en place par la suprématie blanche. C'est notamment le cas de Mathieu Léveillé, condamné à mort pour s'être évadé de la plantation en Martinique, à qui on propose, s'il veut échapper à une exécution imminente, de devenir bourreau au Canada. En résumé, on peut dire que l'opposition House-Field Negro ne définissait pas ta capacité à lutter pour une hypothétique cause noire ou un niveau de conscience supérieur, mais simplement ta position sur l'échiquier plantationnaire. On voit donc bien que cette opposition ne permet pas de comprendre les vrais enjeux qui étaient présents à l'époque et qui sont, sous des aspects différents, toujours d'actualité. On va essayer d'actualiser un peu ce concept, ou en tout cas de trouver un concept qui s'adapte mieux aux enjeux et réalités actuelles. Et c'est là qu'on introduit le concept de moi blanchi, moi authentique, ou moi profond, qui selon nous permet de pallier à ce manque de subtilité et à cette séparation claire qui existe entre House et Field Negro. Plus qu'une opposition radicale entre deux camps séparés, le concept de moi blanchi, moi authentique doit être pris plus comme un curseur, qui va fluctuer au cours de notre vie, en fonction de notre degré de conscience du monde dans lequel on vit, du degré d'engagement, des difficultés rencontrées, des événements qui se présentent à nous et de nos stratégies de survie. Même s'il existe encore certaines personnes qu'on pourrait qualifier d'authentiques, exemple des initiés des Djeli en Afrique, chez les Dogons par exemple, ou à l'inverse, si certains cherchent à s'assimiler et renient entièrement leur africanité, la majorité des Africains et Afro-descendants dans le monde sont habités par les deux entités, mais à intensité, degrés différents. Et entendez par authentique non pas le retour à un passé fantasmé, mais une réconciliation avec un paradigme qui a été le nôtre avant d'avoir subi l'arrachement à nos cultures. En effet, il n'existe dans ce monde aucun Africain ou Afro-descendant qui ne soit descendant de personnes esclavagisées ou colonisées.
Pour survivre, il a donc fallu à nos ancêtres mettre en place tout un tas de stratégies qui nous ont amenés à progressivement cacher, inhiber, renier nos cultures, nos traditions, nos paradigmes. Comprenons-nous bien, le moi blanchi, c'est une saloperie. C'est l'effacement progressif de ce que nous sommes, mais c'est aussi ce qui a permis à nos ancêtres de survivre dans ce monde blanc aux crimes contre l'humanité qu'ont été la déportation transatlantique et la colonisation. C'est la réponse à ce processus d'arrachement, de dissolution, de substitution, d'altération. Aujourd'hui encore, sans lui, on ne survit pas. L'important dans l'immédiat n'est donc pas de l'éliminer, mais d'être conscient qu'il est là, tout en sachant qu'un jour, il faudra le tuer. Dans le même mouvement, il est primordial de tendre vers le moi authentique, voire de le réactiver si besoin. C'est donc davantage un processus d'inscription dans une généalogie, dans le prolongement d'un héritage linéaire pour en faire quelque chose de nouveau, tout en se départissant au plus possible de notre blanchité, pour ne pas dire l'anéantir. C'est aussi, à terme, au-delà des contraintes, un choix de servir ou trahir, d'assimilation ou de libération, de vie ou de mort. Comme n'importe quel concept, il n'est pas parfait, il a ses limites, mais il permet de mieux comprendre un phénomène complexe. Il est le fruit d'un travail collectif de réflexion autour d'un sujet qui donnera lieu à un court-métrage, mais ça on vous en reparlera. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ce concept, si votre moi blanchi le permet bien sûr.